Salut Tian, de retour pour une nouvelle discussion, cette fois-ci sur ton roman graphique dont tu m'as parlé aussi. J'ai vu quelques images, je pense, sur ton Instagram, mais pas trop en détail. Donc on a déjà fait une vidéo sur le storyboard que j'invite les gens à aller voir. Et également le livre, hein, évidemment, on mettra un lien Placement de quelque produit. part. Voilà, on mettra un lien dans Ça va la être- description pour qu'ils puissent aller se le procurer. Donc j'ai pas trop d'infos là-dessus. Comment est-ce que ce projet est né? Qu'est-ce que c'est que ce projet en fait? Bienvenue en Chine. Alors, ce projet, il faut savoir que c'était quand j'étais aux Beaux-Arts Mhm. en 2013. En 2013, donc ça remonte, hein, c'était il Ouais. y a 7 ans. J'avais une amie française qui donnait des cours de français à une brésilienne et qui a demandé à mon amie française, du coup, si elle dessinait en fait. Et vu qu'elle savait qu'elle était aux Beaux-Arts, Mhm. donc elle lui a demandé est-ce que tu pourrais dessiner une BD pour mon mari, vu qu'il veut en fait il veut scénariser un roman graphique qui parlerait de la culture chinoise. Elle était vraiment centrée sur l'art contemporain et c'était pas du tout son domaine de faire de la BD. Elle a dit non, moi je peux pas, mais je connais quelqu'un. Et donc elle a pensé à moi vu qu'on se connaissait bien et que elle savait que je faisais de la BD et que je voulais faire de l'animation. Donc on est rentré en contact fin 2013 déjà. Je suis rentré en contact avec Milad, c'est le nom de son mari et c'est le co-auteur de la BD. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il m'a parlé de son idée. Alors il avait différentes idées qu'on a plus ou moins écartées pour se concentrer sur vraiment une histoire personnelle à lui. Et au fur et à mesure où on a commencé à travailler, en fait, j'ai commencé à un peu plus gratter son histoire personnelle en Chine. Et je l'ai entre guillemets un peu forcé à parler de son histoire personnelle parce qu'à un moment, en fait, dans le roman, il y a vraiment, on rentre limite dans son intimité. Dans Mhm. le roman graphique, on rentre limite dans son intimité et et je pense que c'est une partie qui est très très forte émotionnellement et qui a plu, même si on va dire elle est un peu triste, mais que je pense nous a permis en fait d'avoir des meilleurs retours. Donc c'est comme ça que ça a commencé. On s'est rencontrés en 2013, on a commencé un peu à travailler en 2014 et ensuite on a envoyé à différents éditeurs en 2015. Ok. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et comment se sont faits les choix graphiques, par exemple? Parce que ça veut dire qu'il avait déjà son idée de ce qu'il voulait raconter, même si ça a été changé un peu par la suite. Mais comment est-ce Ouais. que il a découvert ton boulot graphique et comment ça s'est passé cette relation auteur-dessinateur quelque part? Alors au tout début, déjà la première fois qu'on s'est rencontrés, on a simplement pris un café, c'était pour voir si le courant passait bien. Il m'a laissé totalement libre graphiquement. Il Ok. a dit écoute, tu dessines ce que tu veux, enfin, c'est toi qui dessines, c'est toi le dessinateur, je vais pas m'en occuper. Je voulais juste revenir sur un truc parce que j'avais entendu l'interview de comment il s'appelait? L'auteur de BD? C'était Neb. Ouais, Neb. Neb. Lui, il avait expliqué un truc, c'est j'avais envoyé le projet juste à un ou deux éditeurs, c'est ça qu'il avait dit, je pense. En gros, c'était pas vraiment ça, il l'a envoyé à un ou deux éditeurs à la fois. Comme ça, il recueille les corrections s'il y en a Ouais, besoin et voilà, à ensuite la fois. il accumule son dossier, il l'envoie à d'autres éditeurs ensuite. Ah oui, c'était en but d'avoir des C'était retours. ça, ouais. Honnêtement, ce qu'on a fait avec notre projet à nous, c'est qu'en 2015, on a envoyé genre à 15-16 éditeurs en même temps. Il disait que c'était justement très long ce qu'il avait fait parce qu'il pouvait se permettre de prendre ce temps-là et qu'il voulait avoir un dossier plus complet, mais qu'en soi, il conseillerait plutôt de l'envoyer à autant d'éditeurs que possible, en gros, directement. Ok, Là, c'est juste que dans son cas, il a préféré le faire petit à petit, puis ensuite construire son dossier. Donc, c'est deux voies possibles, ok, mais c'est j'avais vrai dû louper qu'une ça. fois qu'on a tout le dossier qui est vraiment béton pour nous, autant l'envoyer à tout le monde, je pense, pour le coup. Ouais. Et du coup, on a une réponse de Delcourt et moi, je voulais travailler avec deux éditeurs en particulier. On a eu trois réponses positives et Delcourt était dedans, donc on s'est dit ok, on va aller avec Delcourt. Et ouais. Même si avec le recul, je me dis qu'on s'est un peu fait avoir sur le contrat, mais si ça, on pourrait éventuellement parler après Ouais, si tu veux, ça de peut toujours contrat. être un truc intéressant. Je pense que parler d'argent en BD, c'est important, surtout on est très très mal payé, je trouve. Bah, dans n'importe quel domaine, c'est pour ça que j'essaie d'aborder ces sujets-là aussi dans l'animation et tout, parce que de l'extérieur, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et même Ouais, pour les indépendants, tout ça, c'est très dur de savoir comment se mettre des tarifs. Il faut avoir des expériences des autres pour savoir où se placer aussi, quoi. C'est important là-dessus. ouais. Après, en France, l'avantage, c'est qu'il y a le statut d'intermittent. Et honnêtement, c'est quand même c'est un super statut, quoi. Hmm. Faut pas se voiler la face. Quand tu travailles sur une prod en tant qu'intermittent, en tant que storyboarder, honnêtement, t'as vite fait tes heures, quoi, je pense. Ouais, ouais. Si tu bosses sur une saison en tant que storyboarder, tu fais quelques mois et c'est bon. Et ça te permet ensuite, justement, après, si tu veux vraiment faire de la BD, de travailler sur ton projet la moitié de l'année, quoi. Il faut savoir que Milad, il écrivait un texte. Donc au tout début, comment est-ce qu'on a commencé à travailler? En fait, au début, on travaillait l'un en face de l'autre, c'est-à-dire qu'il me parlait de ses aventures et que moi je prenais des notes.
et que ces notes, en fait, ensuite, j'en faisais de la BD. Par la suite, on est passé sur un format écrit, parce que j'étais aux Beaux-Arts de Hangzhou, et puis j'ai déménagé à Shanghai. Par la suite, j'ai même été en Australie, donc c'était encore plus compliqué. On était obligé de passer par un format écrit. Donc lui, il écrivait un texte. Dans le texte, je faisais de la découpe, et je faisais ensuite une mise en page en gaufrier. Il faut savoir que toute la BD est en gaufrier, si tu regardes. Donc ça veut dire toutes les cases de la même taille, toutes les cases de la même taille. Ouais, toutes les cases sont de la même taille. Je dessine sur papier, puis je dessine sur la tablette. Donc toute la finalisation de la BD s'est fait sur tablette. Donc ça, c'est la mise en page. C'est ce qu'on donne à lire à l'éditeur en disant voilà, qu'est-ce que t'en penses. Très très aidé par la typo. J'ai une écriture qui est très très laide, donc je suis vraiment ravi. On peut voir à quel point c'est rough, hein, le truc. Ouais. T'as vu à quoi ça ressemble. On fait un ensemble de pages qu'on envoie. Enfin, tu peux voir les petits dessins, hein, c'est simplement ah ouais, ça marchait bien, ouais, pas trop mal, ouais. Enfin, tu vois, tu vois simplement les dialogues, tu vois l'histoire, ce qu'on raconte. Là, on parle de petites choses telles que les traductions de certains mots, comme McDonald's qui devient McDonald's, Coca-Cola qui devient Coca-Cola, Carrefour qui devient Carrefour. Donc là, tu vois, c'est vraiment rough. Donc ça, c'est une première passe. Et je dessine en fait case par case. C'est un choix personnel, mais c'est aussi une nécessité dans le sens où les fichiers, quand tu dessines en 300 dpi en noir et blanc sur un fichier A4, en fait ton fichier il devient très lent. Et quand tu dessines case par case, c'est pour ça que le fichier s'appelle Small 71, c'est que tu prends toutes tes cases, 10 cm sur 8 plus ou moins, à la place d'avoir 21 sur 30, parce que du coup ça fait ramer ton PC. Et ce que je fais, c'est une première passe, c'est que j'ai mon image, je sais que mon perso il a certaines proportions, je fais un rough sur le rough, donc le premier rough il passe à la poubelle, et puis je fais mon clean, et puis après je fais la couleur. Là j'ai pas la couleur, il faut savoir que la couleur, à un moment j'ai même été aidé par une amie qui a dû mettre bien la moitié de la BD en couleur, et grand merci à elle. J'ai également un exemple avec de la couleur, je crois que je l'ai même posté sur Instagram celui-là. Je crois. Je pourrais en poster tellement en fait, mais enfin, des fois tu as un truc qui est vraiment rough comme ça. J'ai marqué ici beaucoup de chi, et je sais que c'est beaucoup de chinois. Ensuite j'ai donc mon deuxième rough, mon layout si tu veux. Ouais. Puis je clean, puis je rajoute ma couleur. Et puis je mets tout ça, et je remets tout ça en fait dans un gros fichier. Enfin, le gros fichier, ici en fait, où je fais du copier-coller. Okay. Pour ma mise en page, parce que sinon mon ordinateur a tendance à ramer, et là c'est vraiment simplement parce que c'est une question de technique, quoi. Ouais. Mais sinon c'est clair, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de travailler directement sur la page en elle-même, et j'ai fait ça pour un ensemble de fichiers vraiment. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment est-ce que, à partir vraiment d'une image, tu vois, ça c'est vraiment dégueulasse. Enfin, ça c'est vraiment une image pour toi. Et puis tu fais ton layout, enfin tu remets tout à perspective, tu sais que les persos sont bons en termes de taille, et puis tu sais que tu rajoutes ta couleur, quoi. Et là c'est une couleur qui est un peu chiadée, entre guillemets, dans le sens où dans la BD, ça m'arrive souvent, c'est que quand tu regardes la couleur, des fois c'est un fond bleu, quoi. Ouais. Quand tu regardes, c'est vraiment juste un fond bleu. C'est ok, voilà, la couleur de cette case c'est ça. Ici ça suit un peu les contours du personnage. Ici, ça suit un peu, ok, on imagine qu'il y a une ombre qui est portée. Ici, c'est totalement aléatoire, et l'idée, c'est simplement que visuellement, on voit que les personnages, ils ressortent du fond. Vraiment, la couleur, c'était pas le plus compliqué, mais c'est simplement, vu qu'il y a presque, je sais plus, il y a combien de pages en tout, il doit y avoir, il y a plus de 180 pages, ça entre 200 et 180, je me souviens même plus. Ouais. Enfin, donc, du coup, le fait d'avoir une couleur parfois qui est très très simple, c'est nécessaire, quoi. Enfin, tu vois comment ce truc-là, par exemple, ça passe de ça passe à ça. Et encore, enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup de décors. Et vraiment, l'idée, c'était de faire un style graphique qui soit simple, que je puisse dessiner après le taf, et aussi que parce que bon, je savais que ça allait faire presque 200 pages, donc il fallait que ce soit pas trop compliqué, et que ça me prenne pas non plus une journée à faire une case, quoi. Ouais. Donc là, je savais que je revenais le soir, que je pouvais faire une case tranquille, voire deux. Ok, donc le choix graphique a été aussi déterminé par le fait que tu faisais pas que ça à ce moment-là, et que c'est pas un projet non plus qui te prenait. C'était pas un projet temps plein et tout ça, donc ça a été adapté par rapport à ça.
pense qu'un style simple aussi, ça peut être bien dans le sens où l'argent qu'on touche sur un contrat de BD, c'est pas énorme. Pour la BD, Bienvenue en Chine, ce qu'on a touché, Milad et moi, alors il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, et ben là je vais le dire, en fait c'est un contrat à 10 000 € d'avance. D'accord. Pour 2 personnes pendant combien de temps? Pour 2 personnes, sachant que moi, vu que j'ai aussi une petite partie du scénario, j'étais à 80%, donc c'était à 8 000, et que Milad, du coup, il est à 2 000. Sachant que c'est un side project, et qu'on est aujourd'hui très très heureux, tu vois, d'avoir fini la BD, de l'avoir dans les contrats, enfin Ouais. de l'avoir dans les contrats, de l'avoir en librairie. Ça reste relativement peu. Donc quand Ah oui. tu es full-time en tant qu'auteur de BD, sachant que en France, moi je paye mes impôts en Chine, donc j'ai payé juste 10% sur les droits d'auteur. En France, on te sucre directement 20%. Ça veut dire que sur 8000, tu tombes à 6400. Ouais. 6400, honnêtement, si ta BD, elle te prend, même si elle te prend plus de 6 mois à faire, t'es en dessous du SMIC, quoi. C'est horrible. Ouais. Sachant que nous, notre BD, on en a écoulé déjà, alors qu'on avait été à Angoulême cette année, l'éditeur nous avait dit qu'on en a vendu 4005. Ce qui est que c'est déjà un truc, pas mal, ouais. ce qui est bien. Ils avaient fait un tirage de 6000, du coup maintenant peut-être qu'on est à 5000 de vendus. Je sais pas si on aurait un deuxième tirage, on verra. J'espère. Mais le truc, c'est que moi j'ai regardé un peu mes avances sur droit et j'ai fait le calcul. Il faudrait qu'on en vende encore plus. Il faudrait qu'on en vende un truc du genre 12 000 avant que je commence à toucher 80 centimes sur une BD vendue. Ouais, ouais. C'est le système éditorial. Moi, j'ai pas trop de soucis encore avec ça. Mais là où j'ai davantage un gros souci, et c'est par rapport, c'est l'avenant au contrat qui concerne tout ce qui est propriété intellectuelle et produits dérivés, droits dérivés, etc. Donc t'as dû lâcher tous tes droits du coup pour ce projet-là? En fait, c'est ce qu'on m'a dit dès le cours, et là, je veux vraiment en parler parce que je trouve ça horrible. Et à l'époque, j'étais très content. Je pense que c'est une erreur que j'ai faite, mais voilà, si je peux ne pas la refaire, je ferai mon possible pour éviter que d'autres la fassent. Ouais. C'est que lorsque tu signes un contrat, d'autant plus avec une grosse boîte, c'est qu'ils disent OK, ils disent voilà, c'est un contrat classique, regarde, 10 000 €, c'est pas énorme, mais c'était déjà très bien parce qu'il faut savoir que d'autres boîtes nous ont proposé des sommes telles que 1 000 € pour faire une BD. C'est Donc, incroyable. Ouais. c'est des indépendants, hein. Eux-mêmes sont dans ce besoin-là. Après, ils te proposent, oui, mais nous, on t'offre un pourcentage sur tes droits qui est plus élevé, tu vois, qui peut aller à 10% à la place de 8%. Et si tu as déjà... C'est toi qui avais fait l'interview de Teddy Boy? Oui, oui. Ouais, ça remonte déjà, je pense. Hein, mais L'année dernière, du coup, je pense, ouais. tu avais fait son interview et lui, son business plan, si on peut dire, c'était d'avoir une audience, histoire ensuite de développer sa BD et d'avoir une audience déjà. Et je pense que ça, quand tu as une audience et que tu sais que tu peux déjà éventuellement avoir des gens qui sont fans de ton travail et vendre ça à des personnes, être chez un plus petit éditeur, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus bête. Je trouve que c'est même une très bonne idée. Par contre, quand tu n'as aucune visibilité, ouais, faire appel à un plus gros éditeur qui te propose des contrats tels que celui-ci, eh ben, tu te dis oui, ok, moi j'ai pas le choix, et c'est le jeu. Ouais. Par contre, là où je suis pas super d'accord, c'est que si maintenant, imaginons, je pense pas qu'il y aura un film, mais imaginons qu'il y a d'un seul coup, toi imaginons que ce soit une autre BD, que tu as signé un contrat avec Delcourt, eh ben, si sur les droits audiovisuels, Delcourt prend la moitié. C'est-à-dire que si maintenant il y a un producteur de cinéma qui se dit waouh, super le truc, je suis prêt à payer. Mettons même, je sais pas combien c'est en fait, ça peut être les droits d'auteur sur une adaptation télévisuelle, mais imaginons, on est prêt à mettre 50 000 €. Delcourt ou n'importe quel éditeur qui a signé le même genre de contrat prend 25 000 €. Ouais. Et là, tu dis que ça fait un peu mal, parce que autant qu'ils prennent des droits sur le livre, c'est tout à fait normal, mais qu'ils prennent des droits sur le côté, tu te commences à te dire, on est un peu, enfin, ça commence à aller loin, quoi. Et en fait, le truc, c'est que si tu regardes le contrat, c'est sur tous les droits. Donc, imaginons que tu développes un personnage. J'ai pas d'idée imaginons que ce soit Titeuf. Titeuf, c'est un bon exemple. Je pense que Glénat, à l'époque, a dû lui faire signer un contrat identique à Zep, même s'il a peut-être pu rediscuter son contrat vu que c'est un gros succès. Mais à l'époque, à mon avis, quand il y a eu tous les produits dérivés, que ce soit posters, figurines, etc.,
je connais pas les détails de son contrat, mais j'imagine que Glénat lui a fait aussi un contrat classique en disant on prend 50% sur les droits, quoi. Peut-être. Donc à ce niveau-là, sur tous les produits dérivés, ça commence à faire beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve un peu inacceptable. Même si, oui, voilà, c'est annexe. Je ne crache pas sur Delcourt en particulier, mais sur tous les éditeurs, en fait, je pense qu'ils pourraient éventuellement proposer ce genre de contrat. Je pense que les nouveaux auteurs, il faut qu'ils fassent attention à ça. C'est pour ça que, justement, là, tu parlais de la BD En attendant le goulag avec Teddy Boy que j'ai interviewé. Ça me semble être le bon truc, en vrai, de réunir des gens autour de quelque chose, que ce soit sa personne à travers des vidéos qu'on fait ou juste ses dessins sur Instagram ou autre. Ça permet déjà d'avoir des futurs lecteurs et surtout, ce qui me semble le plus important, là, comme ça, c'est le fait de vendre à la demande. D'avoir, par exemple, des financements participatifs où ceux qui payent l'auront et il n'y aura pas de réédition sauf nouveaux financements ou des choses comme ça et qu'il n'y ait pas ce côté on imprime 4000, on imprime 8000 et peu importe si ça se vend ou pas. J'aime bien ce côté-là où on ne produit aussi que ce qui est déjà acheté par quelqu'un, quoi. Ça me semble intéressant. Ouais, c'est aussi un autre mode, mais pour revenir vraiment au truc très classique, j'ai oublié c'est quoi son prénom. Je sais que sur YouTube elle s'appelle Si. Oui, S-Y. Elle avait fait la promotion, et je ne sais pas qui l'a écrit, mais je l'avais vu sur Facebook, passé sur Facebook, notamment parce qu'elle avait partagé ça. Ça s'appelle Contrat d'édition équitable. Et en fait, tu lis le contrat d'édition, tu compares avec le contrat que tu as signé. Bon, moi, je l'ai signé il y a quelques années. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas énormément de droits dérivés sur ce roman graphique. Mais si pour tous les autres qui font de la BD, qui auraient plus de potentiel pour une adaptation en anime, une adaptation en film ou autre, je pense qu'il faut faire attention à ça et d'essayer de discuter les droits dérivés. Parce que quand tu lis le contrat équitable, tu vois, il y a indiqué la cession de droits se fait uniquement sur le livre et pas sur le reste. Et quand tu lis cette petite phrase, tu te dis mais ouais, c'est logique, tellement logique en fait, hein, parce que c'est un éditeur de livres, c'est pas lui il offre sa visibilité en tant que grand éditeur. Tu vois, si tu es un grand éditeur comme Delcourt, chez Dargaud, chez Casterman, il doit y en avoir d'autres, mais oui, tu profites de leur visibilité et l'éditeur prend un risque, et c'est pour ça que je suis d'accord avec les petits paiements tels que 10 000 euros. Encore, ça va quand tu vois ce que proposent d'autres boîtes d'édition. Mais idéalement, ouais, tu devrais faire une cession de droit juste sur le livre, et ça, je pense que c'est très important. Ouais, c'est clair, parce que déjà que la rémunération de base est très très basse, enfin vraiment, travailler 1 an avec 10 000 euros, c'est peu importe n'importe qui en France, c'est vraiment pas rentable, quoi. Tu peux juste pas, à part si tu vises sur tes économies autres, mais c'est déjà ça au départ qui est aussi particulier. Ce genre de taux au livre a tendance à monter aussi une fois que tu as plus de succès, une fois que tu es sur ta deuxième BD, etc. J'ai des amis qui vivent qui vivent de la BD, et je sais que sur par exemple le deuxième bouquin, je vais pas la nommer parce que je sais pas si elle veut que je la nomme, mais je sais que sur le deuxième bouquin elle a touché 22 000 d'avance sur droit. Tu vois, ce qui est beaucoup plus conséquent, ce qui est beaucoup plus honnête si tu dois bosser 1 an sur une bande dessinée. Et puis il y a le côté seul ou à deux aussi qui change quelque chose, quoi. Dans votre cas, c'est 10 000 à deux. Oui, bien sûr. Aussi, ouais, c'est un truc à prendre en compte, hein. Si tu es tout seul, après, c'est une charge de travail aussi qui est moindre. En tant que dessinateur, il faut se rendre compte que écrire un scénario, c'est pas c'est un métier à part, quoi. Et quand tu vois ce que peuvent toucher éventuellement des scénaristes à la télévision ou dans le monde des films, t'es quand même un peu sous-payé, je trouve, en bande dessinée. Oui, ça c'est vraiment c'est un fait, quoi. Il y a un documentaire, je sais pas à quel point il est encore valable ou pas, mais je pense que soit c'est pareil, soit c'est pire. Ça s'appelle Sous les bulles, et c'est un documentaire qui date d'il y a quelques années et qui montrait vraiment à la fois. Bon, ce qui était bien, c'était qu'il y avait le côté lecteur, auteur, dessinateur, peut-être un peu ceux qui font les couleurs aussi, et le côté éditeur. Il y avait un peu tout le monde qui en parlait. Donc à la fois le point de vue des lecteurs qui s'étonnaient que d'accord, ils touchent que ça, il y avait tous les points de vue, quoi. Bah ouais. Quand tu dis à un lecteur qu'il achète une BD à 18 euros, je crois que c'est 18, un truc comme ça, 17 ou 18, et que l'auteur, dans ce cas-là, Milad et moi, on se partage
on se partage quoi, 8% de faire 1,60 €. Ouais. Du coup, je touche 80 centimes sur une BD vendue. Mais tu te Et encore, une fois tu que fais tu le compte, tu te dis, une fois que c'est t'as remboursé, ridicule. une fois que tu as remboursé l'avance. Ouais, En quand j'ai plus. remboursé. Donc Ouais. c'est ce que j'avais dit. Je crois qu'il faut encore que je vende un truc du genre 6000 BD avant que je touche 80 centimes, quoi. Donc, Ouais. mais bon, voilà, ça c'est le jeu. Si maintenant ça se vend très bien, c'est encore un autre débat. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est droit avenant, quoi. Ouais, ouais. Ouais, droit dérivé. Mais bon, voilà, c'était Dans tous juste les cas, pour ouais, c'était une petite tirade. c'est très important de toujours faire ses contrats, ses devis correctement et ne pas essayer de ne pas dire oui à n'importe quoi parce que c'est censé être comme ça et que si l'éditeur dit bah si c'est comme ça, c'est normal, t'inquiète. Toujours faire gaffe, aller demander à d'autres auteurs, des choses comme Après, ça. Voilà quoi. ouais, après c'est facile de dire ça, mais une fois que tu as le contrat entre les mains, que t'es Ouais, bien vraiment sûr, oui. content de l'avoir, quoi. Ouais, ouais. Donc Je tu suis te dis d'accord ok, avec je ça. vais l'accepter. C'est pour ça que c'est justement c'est pas un truc forcément facile, mais même dans n'importe quelle prestation, il faut prendre le recul de dire bah en fait si je suis payé ça, je suis sous-payé et c'est pas normal. Et limite refuser le truc, mais ça dépend les cas, mais ça demande aussi une sorte de force de caractère quelque part ou d'expérience de dire là non en fait je me vends pas pour rien du tout. Les premiers, je pense qu'on se fait avoir sur les premiers trucs tout le temps, plus ou moins. Ouais, toujours. Mais petit à petit, après on apprend à se renforcer un petit peu quoi. Mais c'est le cas même quand t'as ton premier taf, hein, et que t'es content de toucher un SMIC, tu vois. Quand j'étais à DreamWorks, je touchais un SMIC, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, pour te donner un ordre Alors d'idée. que ça reste des métiers spécialisés, quoi. Enfin, c'est Ouais, pas ouais, tout à un fait, truc que tout à n'importe fait. qui peut faire non plus, pas sans expérience, Ouais. quoi. Et c'est simplement parce que t'es content d'être dans une grande structure, que t'es content d'être entouré aussi de gens talentueux. Là, donc, tu vois, je suis content de chez Delcourt, hein, moi je Ouais. crache pas sur eux. Simplement qu'il y a des petits détails qui te disent, ouf, Faut si s'en rendre jamais il y a compte, une quoi. adaptation à gauche ou à droite, bah, c'est là-dessus qu'ils se font de l'argent, quoi. Ouais. Bah, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses par rapport à ce travail de roman graphique, que ce soit sur la création, l'édition, peut-être sur l'impression, des choses comme ça que tu voudrais préciser? Par rapport à la création de livres, honnêtement, c'est compliqué et je sais pas si c'est un bon conseil, c'est pas un conseil, mais je dirais simplement c'est une pensée. Je crois que c'est compliqué de faire de la BD aujourd'hui et d'en vivre en fait. Donc pour ceux qui peuvent, faites de l'animation, je sais pas. Ouais, c'est bah, après ça, voilà, ça peut être des choses qu'on fait. Je pense par exemple à Aveline Stockard qui fait à la fois, enfin qui a quelque part plusieurs métiers, qui fait à la fois du character Oui, design, du concept elle, art, elle est de la BD. indépendante, je crois, c'est ça. Oui, pour le coup, oui. Oui, tu vois, c'est une artiste un peu à part entière, quoi. Donc Ouais, voilà, bah après, je pense elle est peut-être employée sur certains trucs. Enfin, en tout cas, c'est des prestations un peu plus longues sur des productions, ça dépend. Mais en tout cas, le fait d'avoir plusieurs rôles et de pas se dire, moi, je veux vivre que de la BD et je fais que de la BD, alors que si on sait dessiner, on peut avoir des contrats ailleurs pour d'autres choses aussi, quoi. de toute façon, c'est en explorant que tu finis par trouver vraiment des trucs que tu kiffes, hein. Ouais. Ce que t'aimes vraiment, moi au début, à un moment, je m'étais dit, ah, ce serait cool d'essayer de faire du character design, mais en fait, une fois que j'ai eu la chance d'en faire un tout petit peu, mais en fait, quand tu dois pondre vraiment un truc du genre 40 designs à la journée, Mm. mais en fait, t'es épuisé. Moi, je me sens tellement Ouais. fatigué. Je me sentais tellement fatigué, je dis non, je veux pas. Et ouais, t'as une espèce de balance, d'équilibre à trouver. Ouais, comme toujours. Et voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience là-dessus. Puis bah, je te dis à bientôt Merci peut-être à toi. pour d'autres sujets. Ah bah, avec grand plaisir.